Ce qui vient de se produire au cours des dernières heures ne surprend pas ceux d'entre nous qui ont suivi avec rigueur intellectuelle la dynamite du Moyen-Orient pendant des décennies. L'Iran a lancé une attaque de missiles balistiques contre Israël et les installations militaires de Beth Shemesh, une ville située à seulement 20 km à l'ouest de Jérusalem, ont été réduites en ruines. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est la conséquence logique, prévisible et moralement irréfutable d'une politique étrangère construite sur l'imprudence et l'illusion de l'invulnérabilité. Je suis George Will, chroniqueur et commentateur politique. Pendant des décennies, j'ai examiné l'expérience américaine à travers le prisme du libéralisme classique et de la prudence constitutionnelle. J'ai toujours soutenu que la santé de notre République dépend d'une compréhension lucide de l'histoire, des limites du gouvernement et des principes durables qui soutiennent une société libre. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette conjoncture actuelle et ce que nous devons faire pour restaurer la sobriété et la rigueur intellectuelle nécessaires dans notre vie publique. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant même. Chaque jour, nous analysons les événements qui définissent notre époque avec la profondeur et l'honnêteté qu'ils méritent. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Activez la clochette pour ne manquer aucune diffusion et si cette analyse vous est utile, partagez-la avec ceux qui cherchent également à comprendre le monde avec clarté. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez aujourd'hui. Je suis vivement intéressé de savoir d'où vous nous accompagnez dans cette conversation. Et si ce travail vous semble précieux, mettez un like et partagez-le avec vos amis et votre famille. Votre participation permet à ce type d'analyse sérieuse d'atteindre davantage de personnes. Les rapports que j'ai pu vérifier à travers différentes sources journalistiques, tant israéliennes qu'occidentales et iraniennes, confirment qu'au moins 2 impacts de missiles ont été enregistrés dans le camp militaire situé à l'intérieur de la ville de Beth Shemesh. Les premières évaluations indiquent que les systèmes de défense aérienne d'Israël, y compris le dôme de fer et le fameux système Arrow, ont réussi à intercepter plusieurs dizaines de projectiles avec un haut degré d'efficacité durant les premières heures. Cependant, après ces premières dizaines d'interceptations, les systèmes ont été saturés et n'ont plus pu empêcher un nombre supplémentaire de missiles d'atteindre leurs objectifs. Ce que nous observons est une fois de plus la stratégie de saturation en pleine exécution, la même qui a prouvé être le talon d'Achille de tout système de défense aérienne conventionnel. En ce moment, Israël s'est retrouvé essentiellement sans la capacité opérationnelle de son dôme de fer, effondré par la saturation missilière et les attaques combinées avec des drones qu'a lancé l'Iran. Cet événement était attendu, c'était une escalade qui se voyait venir depuis longtemps. Ce que je n'avais pas pu calculer avec précision, c'était la vitesse à laquelle tomberait à nouveau ce système de défense qui nous avait été présenté comme presque impénétrable. Je dois être honnête, personnellement j'avais supposé qu'après les attaques précédentes, Israël aurait substantiellement amélioré ses capacités défensives. J'avais supposé que l'expérience de la guerre de 12 jours de l'année dernière aurait servi de catalyseur pour renforcer ses systèmes et corriger les vulnérabilités connues. Cependant, les images de Beth Shemesh me démontrent le contraire. Cette zone abrite une infrastructure logistique militaire ainsi que les unités de réserve de l'armée israélienne. S'ils ont réussi à l'attaquer avec cette précision et cette efficacité, il est établi que l'Iran peut en ce moment attaquer pratiquement n'importe quel point du territoire israélien. Ce n'est pas un détail tactique mineur, c'est une transformation stratégique de première magnitude. Permettez-moi de passer en revue les chiffres disponibles déjà confirmés par des médias israéliens de référence. Plus de 200 missiles ont été lancés depuis le territoire iranien au cours des dernières heures. Sur ce total, Israël a affirmé qu'environ 85% avaient été interceptés avant d'atteindre le sol israélien. Les 15% restants n'ont pas pu être arrêtés. Le problème que je vois avec une clarté méridienne est que nous n'en sommes qu'au 2e jour d'attaque. Si dans les premières 24 heures ils n'ont réussi à intercepter que 85%, ces 15% qu'ils n'ont pas pu arrêter représentent entre 30 et 35 missiles qui ont réussi à percer les défenses israéliennes et à atteindre leur cible. De ces impacts, au moins 8 ont touché des zones peuplées ou des installations stratégiques. Parmi eux figure, bien entendu, Beth Shemesh, qui a été le point le plus significatif jusqu'à présent, précisément parce que c'est une zone militaire, mais des chutes de mitrailles et de fragments ont également été signalées dans des zones ouvertes aux alentours, provenant de certains des missiles qui ont bien été interceptés, mais dont les matériaux fragmentés sont tombés sur des zones civiles. Ce sont les coûts collatéraux que personne ne veut comptabiliser publiquement. Cette attaque est le résultat direct de ce qui s'est passé la veille, lorsqu'Israël, conjointement avec les États-Unis, a exécuté un bombardement qui a coûté la vie à l'ayatollah Ali Khamenei, le leader théocratique de l'Iran. Après ce fait sans précédent, la réponse iranienne n'était pas seulement prévisible, elle était inévitable.
Les forces iraniennes ont appelé cette opération Promesse Vraie 4 et elle atteint ses premiers objectifs, précisément les bases militaires depuis lesquelles ont été planifiés et exécutés les assassinats de hauts fonctionnaires iraniens, y compris Khamenei lui-même. Beaucoup de ces bases sont en train d'être réduites en ruine en ce moment. Le message que l'Iran a transmis aux Nations Unies il y a quelques heures a été présenté comme une action proportionnée en réponse à l'assassinat de son leader religieux. Rappelons qu'Iran est un État théocratique. Lorsqu'on élimine la figure qui incarne la fusion de l'autorité religieuse et du pouvoir politique, la réponse n'est pas seulement militaire, elle est aussi spirituelle et institutionnelle au sein de cette société. Assassiner un ayatollah n'est pas, dans la logique iranienne, simplement éliminer un général, c'est profaner l'ordre sacré sur lequel repose toute la légitimité de l'État. Cela rend la réponse beaucoup plus explosive, beaucoup plus totale que celle que produirait l'élimination de n'importe quel autre type de leadership politique conventionnel. Beth Shemesh, fondée en 1950, n'est pas exclusivement une base militaire. C'est une ville avec une population civile dépassant les 150 000 habitants. Au sein de cette ville coexistent des zones résidentielles avec des systèmes de défense et une infrastructure militaire. Cela révèle une stratégie que j'ai analysée dans de multiples conflits tout au long de ma carrière. La décision d'installer des systèmes de défense au milieu de la population civile rend pratiquement impossible la séparation d'une attaque militaire de ses conséquences sur les civils. Et cela active naturellement le double standard que les deux parties ont utilisé historiquement pour construire leur narrative devant l'opinion publique internationale. L'impact sur le camp militaire situé à la périphérie de la ville a déjà fait ses premières victimes civiles. Selon les services d'urgence, des dommages structurels sont également signalés dans des habitations proches résultant des ondes de choc générées par ces missiles, ainsi que des fragments des projectiles interceptés qui sont tombés dans des zones résidentielles. Ce sont les coups invisibles de la guerre, ceux qui n'apparaissent pas dans les communiqués officiels, mais qui définissent l'expérience de millions de personnes ordinaires. Cette attaque contre Beth Shemesh nous dit plusieurs choses que je considère fondamentales. La première est que l'Iran a la capacité réelle de coordonner des attaques multiples depuis différents points et que la mort de l'ayatollah Khamenei n'a produit aucune rupture dans sa chaîne de commandement. La structure de commandement iranienne semble intacte. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Très probablement, Khamenei lui-même avait laissé des instructions claires sur ce que devrait être la réaction face à son éventuel assassinat et voilà que cela s'exécute avec précision et sans hésitation apparente. La deuxième conclusion est plus inconfortable pour ceux qui ont défendu le narratif de la supériorité technologique israélienne, malgré toute la sophistication du dôme de fer et du système Arrow, et malgré le fait qu'il y a seulement 8 mois Israël avait déjà vécu une guerre de 12 jours avec l'Iran, ils n'ont pas réussi à améliorer substantiellement leur système de défense. Ils restent vulnérables à la saturation. Ce n'est pas une donnée mineure. C'est une révélation stratégique de première magnitude qui oblige à repenser toute l'architecture de sécurité régionale. La troisième conclusion est que les renseignements israéliens n'ont pas réussi à anticiper ni l'ampleur ni le moment exact de cette attaque. Cela soulève des interrogations très sérieuses sur la capacité de dissuasion qu'Israël a exhibée pendant des décennies. Une dissuasion qui ne dissuade pas n'est pas une dissuasion, c'est du théâtre. Et quand le théâtre s'effondre, ce qui reste c'est la réalité nue d'une vulnérabilité que personne à Tel Aviv ne voulait admettre publiquement. J'ai soutenu pendant longtemps que la grandeur d'un État ne se mesure pas à la puissance de sa propagande, mais à la solidité de ses institutions et à l'honnêteté avec laquelle il évalue ses propres limites. Israël a commis l'erreur classique de trop croire au narratif qu'il a construit pour la consommation externe. C'est un piège intellectuel dont les leaders prudents doivent toujours se méfier. Il faut analyser avec soin le narratif que les deux camps sont en train de construire, car il y a de la propagande des deux côtés. L'Iran présente cette attaque comme une victoire stratégique. Ces déclarations officielles soulignent que les missiles utilisés étaient de fabrication nationale, que l'opération a été exécutée sans avoir besoin de recourir à ces forces proxy régionales, lesquelles pourraient être activées à tout moment. C'est-à-dire que ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la première phase de l'opération Promesse Vraie 4. Et le Hezbollah, les milices chiites en Syrie, ni les forces irakiennes ne sont pas encore impliquées. L'Iran dispose de forces proxy encerclant Israël et jusqu'à présent n'en a pas eu besoin. C'est en soi un message politique aussi puissant que n'importe quel missile. Cela représente un changement doctrinal significatif dans la façon dont l'Iran conduit sa politique étrangère et sa stratégie militaire. L'Iran n'opère plus exclusivement à travers des intermédiaires. Il a maintenant fait de cette confrontation une bataille directe 1 contre 1, assumant publiquement la paternité de ses attaques contre Israël après qu'Israël ait revendiqué la paternité de l'assassinat de Khamenei conjointement avec les États-Unis.
C'est un changement qui a des implications à long terme et qui prendra des années à être compris dans toute sa dimension géopolitique et stratégique. Du côté israélien, le message public est profondément contradictoire. D'un côté, le Premier ministre Netanyahou a déclaré publiquement sur une chaîne nationale que personne ne s'en tirerait impunément en attaquant Israël, promettant une réponse au lieu et au moment qu'ils décideront. De l'autre, les porte-paroles militaires tentent de minimiser l'effondrement de leur système de défense, répétant que la grande majorité des missiles a été abattue. Mais ce narratif se heurte frontalement aux images qui circulent sur les réseaux sociaux. Des colonnes de fumée dans plusieurs parties d'Israël, tout particulièrement à Beth Shemesh. Des ambulances transportant des blessés, des crises d'angoisse, des blessures légères, des cadavres. La réalité visible contredit la rhétorique officielle et cela devrait nous préoccuper autant que les missiles eux-mêmes. Le rôle des États-Unis dans cette escalade mérite également une analyse rigoureuse et sans concession. Des heures avant l'attaque israélienne, des fonctionnaires américains ont lancé des avertissements indiquant que leur service de renseignement signalait une attaque imminente de missiles et de drones contre Israël. Il ne fallait pas un appareil de renseignement extraordinairement sophistiqué pour anticiper cela, mais si ces avertissements incluaient des détails sur les objectifs spécifiques, ils ont donné à Israël le temps d'élever ses niveaux d'alerte, de déployer des actifs supplémentaires et de mettre en alerte maximale ses systèmes de défense et pourtant ils n'ont pas pu l'arrêter. Cela me dit que la coordination entre Washington et Tel Aviv, bien que restant étroite, n'est pas suffisante pour garantir la sécurité d'Israël face à une attaque de cette nature et de cette ampleur. De plus, l'Iran se vante de l'attaque contre un navire américain dans la région avec des missiles hypersoniques. Une attaque qui, selon ses sources, aurait été réussie. Cela confirme quelque chose qui est souligné dans de multiples analyses au fil des années. L'Iran n'est pas intimidé par la présence militaire américaine dans la zone. Lorsqu'un acteur régional est prêt à attaquer les actifs militaires de la première puissance mondiale, la structure de dissuasion qui était supposée ordonner cette région s'est effondrée de manière fonctionnelle. Le président de l'Iran a déclaré que la vengeance pour l'assassinat de Khamenei est pour lui une obligation sacrée. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de point de retour. Il l'a dit ouvertement avec une clarté qui mérite d'être prise au sérieux. Les implications pour la population civile des deux côtés sont dévastatrices et méritent une réflexion morale qui aille au-delà des déclarations officielles. Aujourd'hui, il y a des victimes civiles dans des villes comme Beth Shemesh, qui n'est pas seulement une zone militaire, mais abrite également des dizaines de milliers de familles. Des enfants qui vont à l'école, des personnes âgées qui vivent simplement leur vie. À Hébron et à Sderot, les sirènes ont retenti pendant plus de 2 heures. Des millions d'Israéliens ont passé la nuit dans des abris, dans des pièces supposément sécurisées, avec la panique que produit uniquement l'incertitude de ne pas savoir si le prochain missile tombera sur votre foyer. Le ministère de l'Éducation israélien a annulé les cours dans un rayon de 40 km autour de la bande de Gaza. Toute une génération d'enfants grandit sous le son des sirènes et cela laisse une marque psychologique qu'aucun traité de paix ne pourra effacer complètement. Mais il faut parler aussi de ce qui s'est passé de l'autre côté. La veille, lors des attaques exécutées par Israël et les États-Unis, l'un des objectifs bombardés était une école primaire iranienne, où 67 fillettes ont péri. Une salle de classe entière a été détruite. Cela ne peut pas être passé sous silence dans aucune analyse sérieuse qui se prétend honnête, et je ne le ferai pas. Les victimes civiles des deux côtés, bien que de manière manifestement disproportionnée, sont une réalité qu'aucun narratif politique ne peut effacer. Il y a beaucoup plus de victimes confirmées du côté iranien en ces heures, mais des deux côtés ce sont des civils et surtout des enfants qui n'ont aucune responsabilité dans les décisions que leurs gouvernements ont prises. Toute perte est regrettable. Celle d'un enfant qui commençait à peine sa vie est irréparable et ceux qui l'ont ordonné doivent porter ce poids devant l'histoire et devant leur conscience. Cette vie quotidienne paralysée a un coût non seulement psychologique, mais aussi économique. Et cette analyse fait partie intégrante de la compréhension géopolitique que je propose. En termes régionaux, la Jordanie a fermé son espace aérien pendant de nombreuses heures. L'Arabie saoudite a émis un communiqué demandant la retenue à toutes les parties. Les Émirats arabes unis, qui maintiennent des relations diplomatiques avec Israël depuis les accords d'Abraham, ont condamné l'attaque iranienne, mais ont considérablement nuancé leurs déclarations, manifestement pour ne pas provoquer une plus grande escalade avec Téhéran. Ce que cela reflète, c'est le réseau complexe d'alliances et d'inimitiés qui définit le Moyen-Orient. Aucun pays de la région ne veut se retrouver pris dans les feux croisés entre Téhéran et Jérusalem. Tous calculent leurs intérêts nationaux avec un sang-froid qui contraste avec la rhétorique enflammée qui domine les déclarations publiques. Nous ne pouvons pas ignorer l'angle énergétique de ce conflit,
car il affecte déjà les marchés mondiaux avec une intensité qui aura des conséquences réelles pour des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Beth Shemesh. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Par la passe 20% du pétrole mondial et il est à portée de main de l'Iran. Le prix du baril de Brent a augmenté de plus de 3% en moins de 24 heures. Pour les pays importateurs comme le Mexique, cela signifie des pressions inflationnistes supplémentaires qui frapperont directement le portefeuille des familles travailleuses. Pour le Canada, qui est exportateur, cela peut signifier quelques revenus supplémentaires à court terme, mais aussi beaucoup de volatilité sur les marchés financiers qui ne convient à personne. Ce conflit va nous toucher tous d'une façon ou d'une autre et il faut le dire clairement au lieu de se limiter exclusivement à l'analyse militaire et géopolitique. Il faut parler aussi du problème de l'information et de la désinformation qui circulent en temps réel. Parce que pendant que cette attaque se déroulait, les réseaux sociaux se sont remplis de fausses vidéos générées par intelligence artificielle, d'images d'autres conflits réutilisés hors contexte et de déclarations inventées attribuées à des figures d'autorité. Israël et ses alliés ont utilisé leurs canaux officiels pour contrer ce narratif. L'Iran a fait de même. Il y a de la désinformation stratégique des deux côtés, conçue pour générer une psychose collective, pour paralyser les audiences avec la peur avant qu'elles puissent penser clairement et se forger leur propre jugement. Dans ce contexte, l'analyse rigoureuse, la vérification patiente, la contextualisation honnête deviennent des biens rares et absolument nécessaires. Vérifier avant de diffuser. Confronter les sources. Ne pas se laisser emporter par des titres stridents qui annoncent des choses qui ne se sont pas encore produites. Ce qui s'est passé à Beth Shemesh est confirmé. Les forces de défense d'Israël elles-mêmes ne le nient pas. C'est un fait. Et un fait de cette magnitude mérite d'être compris dans toute sa complexité historique, stratégique et humaine. Ce que nous avons été témoins la nuit dernière à Beth Shemesh est un maillon de plus d'une chaîne de violence qui mijotait depuis des décennies à feu doux. La cocotte minute a finalement explosé et le pire, je vous le dis avec toute ma conviction intellectuelle, commence à peine. Il peut y avoir une escalade encore plus grave que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si Israël décide de répondre en attaquant les installations nucléaires iraniennes, les bases des gardiens de la révolution ou l'infrastructure pétrolière de l'Iran, n'importe laquelle de ces options ou les trois simultanément impliquerait de survoler le territoire irakien, jordanien ou saoudien. Cela nécessiterait une coordination ou au moins une tolérance de ces pays qui publiquement ne veulent pas se voir impliqués dans cette guerre régionale. La géométrie de ce conflit rend presque impossible qu'il reste neutre indéfiniment. La possibilité d'une guerre ouverte entre l'Iran et Israël a cessé d'être une hypothèse depuis hier. C'est déjà une réalité. Et la question que je me pose, que nous devons tous nous poser, est la suivante: si la ligne rouge d'assassiner le leader théocratique de l'Iran a déjà été franchie, que peut-on faire de plus pour intimider Téhéran? Quel objectif plus grave reste disponible? La réponse évidente et la plus terrifiante pointe vers le nucléaire. C'est le grand risque du Moyen-Orient, le scénario que toute personne raisonnable devrait travailler à éviter. Et c'est pourquoi nous devons rester informés avec rigueur, avec honnêteté et avec la sobriété intellectuelle que ce moment historique exige de nous tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant même. C'est le meilleur service que vous puissiez vous rendre pour rester informé avec profondeur et sans sensationnalisme. Mettez un like à cette vidéo, partagez-la avec ceux qui vous importent et laissez-moi dans les commentaires depuis quelle ville du monde vous nous regardez aujourd'hui. Je vous lis tous et votre perspective géographique enrichit cette conversation. Je vous attends dans la prochaine diffusion.